Que représentent les animaux pour moi? Eh bien, en tant que fille d'ornithologue, j'ai appris à connaître le mode de vie des animaux, à admirer leur beauté dans leur milieu naturel, bien sûr, et pas en cage, leur intelligence. Le problème, c'est que pour évaluer l'intelligence des animaux, on les oblige toujours à se mettre en mode humain, à résoudre des problématiques humaines. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à apprécier l'intelligence intrinsèque des animaux. Et grâce à l'éthologie, je me suis aperçue que ce qui nous unit aux animaux est bien plus fort que ce qui nous différencie. Les neurosciences ont démontré d'ailleurs que les animaux étaient dotés d'un système limbique, qui est la partie dévolue dans le cerveau aux émotions, et d'un cortex, partie dévolue à l'abstraction. Donc les animaux sont comme nous, mais pas exactement comme nous. Bien sûr que plus l'animal s'éloigne de nous morphologiquement, et plus on a tendance à le sous-estimer. Mais comment peut-on encore enseigner à l'école que les animaux n'ont pas de conscience? Les animaux ont assurément conscience du chaud, du froid, de l'humidité, du danger, et ils ont bien sûr conscience de souffrir. Donc je pense que le fait d'enseigner que les animaux n'ont pas de conscience, c'est un bouclier idéologique très confortable, parce que de cette façon, on peut les instrumentaliser, les chosifier. Et ce qui m'indigne, c'est que nous chérissons certaines espèces animales et en méprisons d'autres, mais toujours dans notre propre intérêt. Donc les animaux nous servent d'objets de décoration, de loisirs. Pire, ils peuvent nous servir de matière première dans les différentes industries, où ils sont d'ailleurs confinés dans des conditions concentrationnaires totalement innommables. Qu'est-ce qui m'a poussée à m'engager au sein du Parti animaliste? Eh bien, c'est le parti qui est le plus engagé dans la protection animale. J'adhère totalement à ses valeurs et à son programme qui consiste à lutter contre des méthodes génératrices de souffrance et de mutilation, notamment dans l'élevage, dans l'abattage, dans les transports, et à lutter contre des traditions cruelles. Je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'une tradition est légale qu'elle est moralement respectable. Qu'est-ce qu'une tradition? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une action qui se répète dans le temps. Et cette action peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ce n'est pas la tradition qu'il faut respecter, c'est une victime innocente qui, elle, n'a pas le choix. Donc j'ai décidé de m'engager au sein du Parti animaliste pour lutter contre cette exploitation, cette institutionnalisation de l'exploitation animale. Alors bien sûr que des mesures ont été prises au niveau européen, par exemple, des pays ont aboli la chasse à courre, les cirques avec animaux. La Norvège interdit les fermes destinées à la production de fourrure. L'Allemagne a interdit le broyage des poussins, alors qu'en France, on continue à broyer 50 millions de poussins par an. La Belgique lutte contre les abandons, alors qu'en France, eh bien, il y a 100 000 animaux de compagnie qui sont abandonnés chaque année. La Catalogne a aboli la corrida. Donc le parti animaliste eh bien, poursuit la dynamique des partis animalistes qui existent déjà au niveau européen. Et donc c'est important d'harmoniser toutes ces législations. Je souhaiterais dire aux personnes qui ne connaissent pas le parti animaliste qu'il est très important d'avoir des sièges de députés animalistes au Parlement européen pour harmoniser justement les législations en matière de protection animale. Il ne s'agit évidemment pas de privilégier la condition animale à la condition humaine, il s'agit avant tout d'élargir le champ de notre compassion, d'étendre l'horizon de notre moralité aux autres cohabitants de cette planète. Ignorer la condition animale ne va pas améliorer la condition humaine, mais en tenir compte nous fera franchir un cap supplémentaire dans notre processus de civilisation. Et puis, au-delà de l'enjeu éthique, eh bien, la question animale soulève des enjeux sanitaires, par exemple, puisque 70% des antibiotiques en Europe sont fabriqués que pour les animaux d'élevage. Et pourtant, malgré ça, il y a des épizooties. Il y a également des enjeux écologiques majeurs, puisque l'élevage, c'est la première cause de déforestation, puisqu'il faut nourrir, il faut semer des céréales pour nourrir les 70 milliards d'animaux que nous tuons chaque année dans le monde. C'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre. C'est également la première cause d'acidification des océans. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les enjeux économiques, puisque l'élevage, c'est un gouffre financier pour nos impôts transformés en subventions. Et pourtant, à côté de ça, eh bien, la moitié des agriculteurs touchent 300 € par mois, sans compter les suicides. Donc il faut réorienter les subventions vers une agriculture plus respectueuse de la santé, de l'environnement et bien sûr du vivant. Donc notre système est arrivé à bout de souffle.
Il est urgent d'agir pour le changer. Vous pouvez le changer et nous devons le changer.